Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue au Théâtre de la Concorde. J'espère que vous avez tous pris le programme du mois de novembre dans le hall pour revenir. On vous a proposé un petit sondage, j'espère que ça a fonctionné parce que des fois le Wi-Fi ne marche pas très bien. Sondage avec un QR code à l'entrée, on vous l'a proposé ? Non? Ah bon? Bon, bah écoutez, tant pis, c'est un bug. Pour votre information, en fait, il va y avoir une captation vidéo, mais vous-même ne serez pas filmé, mais vous pourrez revoir la séance ou la partager avec vos proches et vos amis sur la chaîne YouTube du Théâtre de la Concorde. En revanche, quand vous prendrez la parole pour poser des questions, intervenir, il faut bien avoir un micro pour qu'on puisse, au niveau de la vidéo, entendre ce que vous dites. Je suis ravi d'accueillir des membres, je ne sais pas où ils sont, des membres du Conseil parisien de la jeunesse. Voilà, bravo, merci d'être venus. Et puis, je voulais également dire que le 25 novembre, on annoncera la suite de la programmation, donc du début 26, avec les prochaines conférences inversées avec Loïc Blondiot. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore en ligne, mais ça le sera le 25 novembre. Voilà, ben maintenant je vais placer la parole à la table. Oui, alors moi c'est Loïc Blondiot. En fait, je suis à l'origine finalement de ce cycle de conférences inversées autour de la question de la démocratie. Alors ce soir, nous sommes dans la grande salle parce que la salle habituelle où nous aurions été un peu plus confortables, là nous sommes confortables mais c'est un peu froid et est occupée par une pièce de théâtre pendant toute la semaine. Mais je suis vraiment ravi que vous soyez venus aussi nombreux pour cette conférence. Alors moi, je suis chercheur en sciences politiques. Je travaille sur les questions de démocratie depuis très longtemps et pour ne rien vous cacher, la question des réseaux sociaux est une de celles sur laquelle ma réflexion achoppe. Parce que le phénomène est à la fois assez nouveau, il ne faut pas se le cacher, a des effets, cette centralité des réseaux sociaux dans notre débat public a des effets majeurs, mais qui sont assez difficiles à objectiver. Alors évidemment, il y a plein de recherches là-dessus, mais je suis très heureux d'avoir autour de moi toute une équipe voilà, de gens qui sont très complémentaires de moi et qui vont m'aider à réfléchir avec vous à ces questions. D'habitude, je fais un chapeau. Je fais une introduction assez générale sur le périmètre de la question du jour, de la question du soir. Là, il y a tellement de questions attachées à cette idée d'une tyrannie des algorithmes. Alors, ce titre un peu provocateur renvoie à une sorte de constat qui est que aujourd'hui on assiste à quelque chose comme une privatisation de notre espace public, c'est-à-dire que la discussion collective à laquelle nous participons, alors peut-être pas tous de la même façon, se fait dans des arènes, dans des espaces de discussion dont les infrastructures sont contrôlées en toute opacité par un petit nombre d'acteurs propriétaires de plateformes qui maîtrisent finalement les règles du jeu. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau d'un certain point de vue. La grammaire du débat public, telle qu'elle s'était mise en place depuis la fin du XVIIIe siècle, était quelque chose qu'on avait fini par comprendre. Il y avait des médias, une pluralité de médias. Il y avait des intermédiaires qui filtraient l'information, des journalistes, des scientifiques d'un certain point de vue qui contrôlaient l'information destinée aux citoyens. Et puis on avait des citoyens qui construisaient un jugement, qui participaient à leur manière à cet espace public dans leurs échanges, mais très largement qui n'avaient pas accès finalement à des lieux
lieu de forte visibilité. Aujourd'hui, il y a quelque chose de tout à fait différent qui s'est mis en place avec les réseaux sociaux, avec les plateformes, et qui est venu complètement brouiller cette grammaire, déstabiliser les acteurs qui avaient en charge finalement, ou en tout cas à changer les acteurs qui avaient en charge ce qu'on appelait autrefois les gatekeepers, les gardiens des portes de l'espace public, c'est-à-dire ces journalistes, ces personnes à statut qui maîtrisaient finalement l'information des citoyens. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième série de questions, et j'espère que ce sera vous qui allez formuler sans doute de manière plus pertinente les questions. La deuxième question, c'est celle de l'attention. Aujourd'hui, notre attention est captée par des contenus, par des réseaux sociaux auxquels nous consacrons un temps sans doute exagéré. En tout cas, là encore, ça varie, mais la moyenne de temps passé devant les écrans est quelque chose qui devrait être un objet de préoccupation. Alors, on renvoie toujours aux jeunes la critique qu'ils se laissent distraire finalement de manière trop importante par ces réseaux sociaux. Mais je crois que nous, adultes, y consacrons beaucoup de temps. Et pour quel contenu? Des contenus qui jouent sur nos désirs, qui jouent sur nos émotions, qui jouent qui essayent de faire en sorte de nous engager, c'est-à-dire que nous passions beaucoup de temps à regarder ces contenus et à agir, et qui nous connaissent mieux. Il y avait cette enquête qui était assez fascinante, qui avait été menée par des psychosociologues, et qui s'était interrogé pour savoir si ces plateformes nous connaissaient aussi bien que notre entourage amical. Et en fait, ces plateformes nous connaissaient souvent mieux que nos amis dans nos comportements, grâce à des traceurs qui regardent nos comportements, qui regardent le temps que nous passons à regarder. Alors ça, ce sont des plateformes comme TikTok, comme Instagram, et qui, à partir de là, et à partir de cette connaissance très, très fine de ce que nous sommes, nous délivrent les contenus qui nous fascineront, c'est-à-dire nous obligeront finalement à les suivre. La question de l'attention, la question du débat, la qualité du débat public. Est-ce qu'on a affaire vraiment à un débat contradictoire ? Dès lors que le phénomène des bulles de filtre fait que l'information que nous recevons est personnalisée, que bien souvent nous ne nous confrontons qu'à des semblables, qu'à des gens qui pensent comme nous-mêmes. Il y a des phénomènes d'enfermement de la pensée sur ces réseaux sociaux. Quelle qualité de délibération aussi quand l'invective l'emporte sur l'échange d'arguments. Alors là, il y a beaucoup de choses à en dire, et nous vivons à chaque fois que nous allons essayer de parler politique dans ces espaces, on voit très bien les limites de ce débat et la médiocrité de ce débat. Il y aurait plein d'autres sujets. L'instrumentalisation de ces réseaux par des acteurs internes et externes à notre système politique. On voit bien le rôle qu'ont pu jouer ces réseaux en période de campagne électorale. Un exemple récent qui avait beaucoup fait parler de lui, c'est celui de la campagne en Roumanie, où les résultats avaient été invalidés parce que les réseaux sociaux avaient réussi à promouvoir un candidat. Vous voyez, il y a plein de questions, et je vais me limiter à ces
première remarque très très générale, très très triviale, hein, ça je suis prêt à le concéder, et en fait je voudrais qu'on parte de vos questions, et heureusement ce soir je ne suis pas tout seul hein, pour affronter ces questions ou essayer d'y réfléchir avec vous. J'ai à mes côtés 3 autres personnes qui connaissent bien mieux le sujet que moi, et j'en suis ravi. Donc je donne la parole à Audrey. Merci Loïc. Donc effectivement, on va essayer de faire en sorte que ce théâtre ce soir soit aussi un lieu de délibération, que ne sont pas les réseaux sociaux. Avant de vous expliquer comment ça va se passer, on va quand même se présenter tous les trois. Ça ne marche plus, ça y est, ça remarche. Et oui, donc on va se présenter tous les trois et après on vous explique comment est-ce que ça va marcher. Alors bonsoir, merci d'être présents aussi nombreux finalement. Donc moi c'est Camille Lafrance, je dirige l'association de journalistes qui s'appelle Fake Off et on fait de l'éducation aux médias et de la lutte contre la désinformation et on a un partenariat avec le Théâtre de la Concorde depuis l'an dernier. Il y a des groupes scolaires qui viennent bénéficier de nos ateliers et on a des ateliers grand public le week-end. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là ce soir pour cette conférence inversée. Parce que l'objectif, c'est que vous ne nous entendiez pas parler, mais que finalement, collectivement, on puisse se poser des questions. J'aurai le plaisir d'animer un groupe tout à l'heure. Moi, j'ai été invité par Thierry, puisque je suis avec Thierry, membre de l'Atelier de la Concorde, et étant aussi quelqu'un qui a été bénévole dans une association qui s'appelle Tous Élus, pour aider en fait à former le maximum de personnes, même des personnes très éloignées finalement du monde politique, pour qu'ils puissent eux aussi prendre des responsabilités dans la cité. Et donc moi, c'est Audrey James. J'ai cofondé l'École populaire de la citoyenneté qui a pour but justement de sensibiliser à la politique, à la démocratie et à la République, les publics les plus éloignés, et en particulier dans les QPV, mais pas que. On est aussi intervenu au Théâtre de la Concorde, qui est loin d'être un QPV, un quartier prioritaire de la ville. Alors, on y va. C'est parti. Vous allez vous déplacer dans l'espace pour vous rapprocher les uns et les unes des autres, pour faire des groupes de 10 personnes à peu près. Donc là, on voit qu'on a un petit tas de personnes qui sont déjà proches. Vous vous retournez et vous faites en sorte de pouvoir vous voir, pouvoir vous entendre. On va à peu près avoir 10... vous êtes 70, donc à peu près 7 groupes. Donc là, on va venir vous accompagner pour faire les groupes. On va tourner, nous, de groupe en groupe pour voir comment ça va, si vous avancez bien, pour trouver la question sur laquelle vous voulez qu'on puisse discuter ce soir entre nous. Donc ça peut être plusieurs questions, évidemment, mais on essaye de trouver au moins une première question et on voit les questions que ça amène. Donc c'est vraiment l'enjeu de ces groupes de discussion. Essayez d'être 10 maximum, sinon après, vous ne pourrez pas vous entendre.
On va pouvoir redémarrer. Donc vous allez pouvoir vous retourner, vous réinstaller. Allô? Oui. Décidez aussi dans vos groupes qui va poser la question, qu'on n'ait pas de temps d'hésitation de qui prend le micro. Quel groupe a envie de commencer, de lancer la première question? Ah, mais vous battez pas, vous battez pas. Alors? Devant moi? Bonsoir. Alors, on a deux questions très simples. La première question, c'est, on a beaucoup évoqué entre nous les problèmes des réseaux sociaux actuels et comment est-ce qu'ils peuvent participer, comme vous l'avez dit, à des bulles de désinformation ou en tout cas abîmer le débat contradictoire. La question, c'est l'inverse. À quoi ressemblerait un réseau social qui promeut les valeurs démocratiques et le débat public contradictoire? Déjà répondre à cette question. Je sentais que vous alliez enchaîner là. Bon bah Loïc, vas-y. C'est une vraie grande question. C'est un projet que porte notamment un de mes collègues qui participe au comité d'orientation du Théâtre de la Concorde, qui est David Collomb, qui travaille sur les guerres de l'information et qui effectivement en appelle à un sursaut des gouvernements européens pour mettre en place un réseau social dont la première caractéristique serait d'avoir des algorithmes transparents. Ça, c'est ce qu'on peut demander, c'est-à-dire effectivement que les données soient ouvertes à chacun, ce qui est quelque chose qui m'apparaît comme complètement fondamental. Je pense que pour qu'un réseau social de ce type advienne, il faudrait aussi, vous savez que le bas blesse avec les plateformes actuelles, le bas qui blesse, c'est l'absence de modération. L'absence totale de modération des contenus, en tout cas l'insuffisance de modération des contenus. Moi, ce que l'expérience, non pas des réseaux sociaux m'apprend, mais l'expérience des démarches de démocratie délibérative, c'est-à-dire, bon, moi je travaille plutôt sur les conventions citoyennes ou ce genre de dispositif, c'est que dès lors qu'il y a une facilitation, dès lors qu'il y a un cadre de confiance qui est posé entre les acteurs, dès lors qu'il y a des dispositifs qui empêchent toute forme d'intimidation, d'invective ou de prise de parole qui se ferait avec une ambition très claire de verrouiller la discussion, ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens savent délibérer, mais dans un cadre qui leur permet de le faire dans de bonnes conditions. La liberté des réseaux sociaux, c'est un peu la jungle où effectivement on peut produire ce que les anglo-saxons appellent de l'astrosurfing. Vous savez ce que c'est l'astroturfing plutôt, c'est des formes d'opinion artificielle qui sont construites à partir de sites
ne pas correspondre à des individus, avec des interlocuteurs en fait qui sont fictifs, et vous pouvez complètement noyauter une discussion. Dans l'idéal, mais quelles seraient les modalités techniques de cet idéal, ça je l'ignore. Dans l'idéal, il n'y aurait pas possibilité pour des fermes à trolls d'envahir finalement la discussion, d'essayer de la neutraliser. Donc voilà un petit peu. Alors, la question aussi du pourquoi les gens vont sur les réseaux sociaux. C'est une vraie question. Je ne suis pas sûr que le débat pour le débat ait la moindre possibilité de s'installer. Les gens n'ont pas envie de débattre pour débattre. Ils ont envie de débattre, ou en tout cas d'entrer dans des espaces de débat, souvent pour se construire un jugement. Pour se construire un jugement, il y a beaucoup de gens qui espèrent finalement en savoir plus lorsqu'ils viennent dans des espaces de discussion. Il y a des gens qui viennent pour imposer leur point de vue, ou en tout cas pour le défendre. Mais je sais pas comment un réseau social à finalité démocratique et qui ne fonctionnerait que pour le débat. C'est un peu ce qu'on fait ici aujourd'hui d'un certain point de vue. Mais ces antidotes démocratiques, en fait, je pense qu'ils ont beaucoup plus de chances d'émerger en face à face, c'est-à-dire dans la réalité. Là, il y a un vrai plaisir de débattre. Moi, je le vois à chaque fois lorsqu'on met en place ces conférences inversées. Les groupes de discussion prennent. Le plaisir d'échanger avec d'autres et de parler avec d'autres prend. Je ne suis pas sûr que ce soit reproductible dans un espace virtuel. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir le même plaisir parce que l'interaction est d'une autre nature. On n'a pas cet échange en fait très humain finalement de paroles qui peut advenir en réel. Et puis dernier point, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, au regard de ce que X était devenu, c'est-à-dire ex-Twitter, beaucoup de gens sont allés sur d'autres plateformes, Blue Sky, Mastodon, etc. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que des plateformes dans lesquelles il n'y aurait que des gens bien pensants, entre guillemets, des gens qui ont des visions de la démocratie commune et plutôt progressistes, en fait. Bon, finalement, je ne sais pas si vous avez émigré de X ou de Twitter comme moi je l'ai fait, mais ça ne prend pas. C'est-à-dire que j'ai quelques inquiétudes quant à la possibilité aujourd'hui de faire machine arrière au regard de l'importance qu'ont prise les plateformes actuelles, au regard de la puissance de feu de ces espaces. Dernier point. Voilà, dernier point. Bon, je suis un bavard impénitent malgré mon sentiment de faible compétence sur ces sujets. Il y a un effet qui se joue sur les réseaux sociaux, un réseau social comme X, c'est un effet d'éviction. C'est-à-dire que finalement, quand ces espaces numériques sont instrumentalisés par des gens dont l'objectif est de faire taire leurs adversaires, finalement, ces gens-là, les gens qui sont visés par ces campagnes de dénigrement ou par ces insultes, s'en vont. Et donc, un réseau social démocratique exigerait quand même une véritable diversité de points de vue, ce qui n'est plus le cas sur le réseau social où on fait de la politique explicitement. Sur TikTok, je crois qu'on fait de la politique, même si je ne vais pas sur TikTok. Sur Instagram, il y a d'autres modalités d'échanges politiques qui se font et d'informations politiques, mais sur X, aujourd'hui, il n'y a plus de contradictoire. Il y a un déséquilibre des forces qui fait qu'il n'y a plus de possibilité même de débat contradictoire à cause de ce que je vous explique, cette éviction. Mais voilà, c'est toi qui anime. Je ne sais pas si j'anime, mais vous avez remarqué que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est les fermes à trolls. Donc Camille, est-ce que tu veux expliquer ? Alors j'ai justement dans ma besace une petite ferme à trolls.
Alors, une ferme à trolls, c'est un groupe de personnes qui est payé pour publier des fausses informations en masse. Ils diffusent, ils diffusent, ils diffusent, donc ça a un impact énorme sur Internet. Et le but, c'est donc d'influencer l'opinion publique. Mais voilà, ce sont des moyens qu'on n'a pas, que tout à chacun n'a pas dans son petit bureau ou sa petite chambre. Les fermes à trolls, vraiment comme des mercenaires finalement de l'information pour influencer les masses. Et à la question, moi j'aurais répondu en effet un réseau social, mais anumérique, c'est-à-dire en présence, permettant la délibération, tout ce que disait Loïc tout à l'heure. Là vraiment, c'est pour moi le souffle de la démocratie en fait, en présence. Je voulais juste rajouter que Mastodon est effectivement considéré comme le réseau social qui promeut le plus la démocratie, parce que déjà il est open source, parce qu'il y a une gouvernance qui est partagée, il n'y a pas d'algorithme caché, il n'y a pas de publicité, donc il y a tous les éléments qu'on ne veut pas en fait dans les autres réseaux sociaux, mais effectivement le problème c'est comment on fait pour que les gens y aillent, et donc là on arrive sûrement au terrain de la réglementation et de l'éducation, quoi. Ouais, moi, je me dis que c'est un réseau social qui, de toute façon, est inscrit dans un contexte. Donc, il faudrait d'abord changer le contexte. C'est très ambitieux. Mais où, par exemple, on puisse dire « je ne sais pas ». Ou dire « je ne sais pas » soit davantage valorisé. Ou au lieu de repartager un contenu de manière automatique, très rapide, comme une addiction, comme on prendrait un sachet de sucre, on puisse dire « êtes-vous sûr de vouloir repartager ce contenu ? Êtes-vous vraiment sûr de vouloir le repartager ?» Où on puisse prendre un petit temps de recul, y compris dans les modalités pratiques et techniques, pour ne pas tout repartager de manière addictive en faisant appel à nos émotions. Parce qu'il faut savoir, pour ce qui est de notre champ à nous, à Fake Off, une fausse information circule selon une étude 6 fois plus vite qu'une information vérifiée. Enfin, a plus de raisons de toucher 1500 personnes, 6 fois plus... va 6 fois plus vite qu'une information vérifiée pour toucher 1500 personnes, ce qui est énorme. Et ça, c'est parce que souvent, ça fait appel à nos émotions et donc à l'émotion peur en premier. Et donc, on partage parce qu'on a envie de se protéger, on a envie de protéger ses proches et on ne le fait pas à mauvais escient. Donc, pour moi, ce ne serait pas indépendant de ce contexte-là, technique. J'ai d'autres envies, hein, si on évoque un monde idéal. C'est aussi un réseau social qui existerait dans un contexte où les médias majoritaires ont les moyens de leur indépendance et ont les moyens de l'enquête. Et donc, ça veut dire aussi aller moins vite. Ça veut dire avoir les moyens de faire du terrain. Ça veut dire avoir les moyens de travailler correctement et pas être dans la république du clic où tout le monde doit aller plus vite et suivre ce qu'a fait le voisin. Sans parler de la concentration des médias qui sont, pour certains, pour une grande partie, entre les mains de fortune. Renforcer l'éducation aux médias et à la distance critique, renforcer l'éducation aux connaissances scientifiques. Bon, c'est pas des poncifs, mais ça me semble vraiment hyper important dans nos sociétés et on le voit hein, auprès des professeurs, on le voit auprès des EduxP. Enfin, c'est des besoins nous, qui nous reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, et aller peut-être un peu plus lentement de manière générale pour tout, pour que ce soit les garanties d'un travail de qualité pour les journalistes ou pour pouvoir vulgariser des choses. C'est très bien hein, les formats réseaux sociaux pour toucher des publics qui n'ont pas ni l'appétit ou pas forcément le background pour lire une grande enquête, etc. Je trouve qu'il y a des choses très chouettes qui sont faites, y compris par des grands médias comme Le Monde sur Snapchat. Mais le problème de la vulgarisation à outrance, en fait, c'est qu'on peut dévoyer des propos caricaturés et donc trouver un juste équilibre. J'avais beaucoup d'envie. Je suis désolée, vous avez ouvert mon appétit. Du coup, est-ce que ça fait le lien avec une autre question que vous aviez dans les groupes ? Qui souhaite partager la question de son groupe ? Oui, en bas à gauche. Merci. Oui, pour rebondir sur ce débat, parmi les 8 questions qu'on avait... 8 Ah, vous n'avez pas entendu la consigne, c'était une ou deux questions. Ah bah non, on n'avait pas entendu cette consigne-là. Ce sur quoi on pourrait rebondir, c'est notre part de responsabilité dans ce résultat. C'est-à-dire, en fait, dans la discussion, on se disait que en fait, ça existait déjà la culture du clash chez les médias. Le buzz fait par les grandes gueules ou les engueulades.
Et que c'est cette culture-là de l'image et de la mise en avant, etc., c'est quelque chose qu'on a cultivé bien avant les réseaux sociaux, et que quelque part, on a ce qu'on veut voir. En fait, c'est nous qui allons aussi regarder ça plutôt qu'autre chose, parce que c'est plus facile, parce que c'est moins complexe, ou je ne sais quoi. Mais voilà, on se posait la question de notre responsabilité, et que quelque part, les algorithmes étaient peut-être le reflet, faisant remonter le clash, le buzz, le violent, vient peut-être tout simplement de nature à regarder ça avant de regarder le reste. Oui, très, très clairement. C'est-à-dire ce que montrent les travaux de psychosociologues, c'est la capacité incroyable de ces algorithmes à nous connaître, donc à jouer sur nos désirs, sur le fait que, alors sur les biais de notre intelligence. Hein, il y a le biais, alors le premier biais que vous connaissez, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire que en fait, comme nous n'aimons pas penser des choses contradictoires, nous ne retenons et nous exposons qu'à des contenus qui sont déjà en accord avec ce que l'on pense. Donc on est confirmé dans notre et on va chercher finalement dans les contenus auxquels nous sommes exposés qui peuvent être contradictoires avec ce que nous pensons, nous allons d'un certain point de vue chercher une confirmation pour renforcer finalement notre identité, notre sentiment. Ça c'est la première chose. Et effectivement, il faut pas se leurrer, c'est-à-dire que en fait nous ne sommes pas mus tous par les mêmes désirs, par les mêmes envies, mais comme finalement nous laissons des traces en cliquant, en passant du temps sur certains contenus plutôt que sur d'autres, finalement ces algorithmes arrivent à nous identifier, à nous percer à jour et à nous alimenter jusqu'à plus soif avec des images qui nous satisfont. Elles peuvent être de différentes natures. On n'est pas tous fascinés, par exemple, par des choses très violentes. Je crois même que, au fond, finalement, nous ne sommes pas motivés par l'envie d'être en conflit. C'est plutôt l'inverse. Ce que montre la psychologie sociale, c'est que le mécanisme quand même le plus répandu chez chacun d'entre nous, c'est l'aversion au conflit, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir être en conflit. Alors, on ne veut surtout pas être en conflit avec nous-mêmes, donc penser contre nous-mêmes, c'est quelque chose que nous refusons, que nous fuyons, donc nous continuons finalement à rester dans une forme de confort de pensée à cause de ça, et puis nous n'avons pas envie d'entrer en conflit avec les autres, sauf que il y a des acteurs qui, dans notre société, sont sans doute minoritaires, mais qui ont très bien compris l'intérêt qu'ils avaient à activer ce conflit. Alors c'est très clair, par exemple, avec prenons le cas de la Russie, dont on sait maintenant que son projet exclusif, c'est pas d'imposer certains contenus, c'est de créer des débats conflictuels dans la société française. Ils le font via les réseaux sociaux, et maintenant on sait qu'ils le font physiquement, en dessinant des étoiles de David, par exemple, vous le savez, on sait maintenant, on est à peu près convaincu que ce sont des actions qui ont pour finalité de semer le chaos. On pourrait même parler d'entrepreneurs de chaos, c'est-à-dire des gens qui activent la haine finalement de certains acteurs, de certains groupes, la diffusent très largement grâce à des plateformes, et je pense à X, encore une fois, qui joue dans notre écosystème d'information un rôle tout à fait particulier parce qu'il a libéré un certain nombre de discours. Très clairement, sur les réseaux sociaux, contrairement aux espaces physiques, il n'y a pas de limite au langage. On n'a pas, pour des raisons d'anonymat, parce que finalement ce sont des gens qu'on ne verra pas dans la vie physique, avec lesquels on n'a pas de raison d'avoir de rapport. Nous allons très très loin dans la négation de l'autre et dans l'attaque
ad hominem. Alors que dans les espaces physiques, ce que disait Brice, ça sont des choses qui sont interdites. Il y a des choses qui ne se font pas dans les arènes physiques parce que la violence physique, finalement, est toujours là, quelque part, derrière, et que nous cherchons à l'éviter. Sur les réseaux sociaux, cette illimitation du discours fait que certains en profitent pour aller très très loin et pour comment dire, fracturer la société, alors certes sans conséquences physiques pour l'instant, mais pour finalement désigner des ennemis que l'on cherchera à abattre. Et finalement, nous sommes, nous, majorité, alors je dirais pas silencieuse, parce que certains d'entre nous s'expriment, y compris sur les réseaux sociaux, mais nous sommes les témoins un peu sidérés de ces entreprises de diffusion de la haine et du chaos. Et c'est ça le problème majeur des réseaux sociaux. S'il n'y avait pas cette instrumentalisation par un certain nombre de forces politiques externes et internes, finalement ce ne serait pas si grave. Ce qui serait grave, c'est cette simplification de l'information qui est inhérente finalement à ces messages très courts et qui fait que de toute façon, alors c'est un autre élément que je verse au dossier, la lecture des contenus en ligne est beaucoup moins efficace que la lecture des contenus sur le papier, et que effectivement si nous abandonnons totalement la lecture papier, la lecture de la presse, nous perdons en intelligence. Ça, ce sont des choses qui ont été démontrées. On retient moins, on lit beaucoup plus vite. Vous savez, c'est la structure du F. On lit les 2 premières lignes, on lit de manière très cursive, très rapide, et puis on va à la conclusion. Et en fait, ce que l'on retient au final est beaucoup moins riche, beaucoup moins susceptible d'être retenu que ce que l'on retiendrait en lisant la presse autrefois. Alors certes, la presse avait des défauts. Il n'y a pas eu d'âge d'or de la démocratie, il n'y a pas eu d'âge d'or de l'espace public, il n'y a pas eu d'âge d'or de l'information. Chaque époque avait ses défauts, mais ce qu'on est en train de perdre, je dirais même d'un point de vue anthropologique, c'est nos capacités même à comprendre un certain nombre de réalités. Nos capacités même à penser. Et là, évidemment, il y a un éléphant dans la pièce qu'on n'a pas encore convoqué, qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va finir par nous déposséder complètement de ce travail de la pensée. Et après, finalement, nous serons gouvernés infiniment plus facilement, me semble-t-il, puisque nous n'aurons plus les capacités critiques pour maîtriser les enjeux politiques. Je suis très long, hein, mais voilà, à partir de votre réponse, j'essaye par spirale d'avancer un petit peu. On va avoir à peu près 7 questions. Donc finalement, tu as beaucoup de choses à dire, tu vois. Non, mais voilà. J'ai beaucoup de peur à afficher, beaucoup plus que de réponses à donner. Ok. Alors, une autre question. Quel groupe se lance? Oui, au milieu. Bonsoir. Nous, dans le groupe, on s'est posé une question qui est serait-il possible que les États aient un droit de regard et de modification sur les algorithmes alors qu'ils appartiennent à des entreprises privées? Et enfin, quel organisme indépendant pourrait réguler et surveiller que ces modifications soient éthiques et démocratiques? Là, c'est le cœur. C'est le cœur du problème, le cœur du réacteur. Vous n'êtes pas sans vous être aperçu de la puissance qu'ont acquis ces plateformes. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative majeure qui est la réglementation européenne, le Digital Service Act, qui est en cours d'application, mais dont on peut se demander ce que seront les modalités finalement d'application. Et si en fait cette réglementation sera suffisante pour obliger, et je crois qu'elles n'y parviendront pas, pour obliger les plateformes à rendre leurs algorithmes transparents.
ce qui est vraiment le plus important. Et là, ce qui se joue depuis le début de l'année avec l'arrivée de Trump au pouvoir, c'est qu'effectivement, l'alliance qui s'est faite entre les géants du numérique, qui sont américains, quoi qu'on en pense, il y a effectivement TikTok, mais avec un accord qui s'est fait entre les Chinois et les Américains, bon voilà, dont on ne sait pas finalement si elles aboutiront à une amélioration de l'algorithme de TikTok. Mais nous sommes complètement, je crois, nous Européens, dans l'incapacité d'obliger ces acteurs à changer. Par exemple, je ne crois pas que, mais je parle sous le contrôle de mes camarades, je ne crois pas que les grandes plateformes numériques aient augmenté le nombre de modérateurs, par exemple, pour empêcher. Je ne pense pas, alors que... Qu'il a baissé même. Hein, on sait qu'il a baissé pour des raisons d'économie ou pour des raisons idéologiques. Hein. En fait, la manière... le ralliement à Trump, c'est-à-dire que là, le facteur politique a joué. On pouvait imaginer une trajectoire dans laquelle les Européens réussiraient à imposer le droit et en fait le respect d'un certain nombre de règles par ces acteurs extrêmement puissants. Mais le facteur politique Trump fait que on voit très bien hein, comment il menace de rétorsion toutes les tentatives qui sont faites, par exemple pour taxer. On pourrait imaginer de les taxer un peu plus pour fonder ce que pourrait être un réseau social européen. Tout ça est devenu désormais hypothétique, me semble-t-il. Et on ne renverra pas, sauf à observer une désertion des utilisateurs, parce qu'effectivement, ce sont les utilisateurs qui génèrent à la fois de l'argent, du profit, et qui génèrent de la puissance. C'est parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. On parlait de ce réseau social vertueux qu'est Mastodonte. Bon voilà, il est vertueux, mais il n'a pas d'utilisateurs, donc il ne pèse strictement rien, sauf à imaginer cette désertion. Je crois qu'ils continueront à accomplir leur travail de destruction progressive de nos structures démocratiques. Tu veux dire quelque chose ? Juste un petit truc positif des derniers jours. Là, en octobre, il y a une ONG néerlandaise, Bits of Freedom, qui a gagné une première bataille devant un tribunal, qui a ordonné à Meta, sous prétexte qu'il violait la réglementation européenne, de changer les paramètres d'arrivée des contenus sur leurs réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver avec des filtres qui sont ceux de Meta actuellement, ils arrivent par ordre chronologique sur les appareils. Et ça de manière systématique, et que ce soit un choix par défaut que de choisir d'autres préférences. Donc bon, évidemment, Meta fait appel, mais bon, il y a des grosses amendes en tout cas à la clé pour eux. Symboliquement, c'est déjà pas rien, je trouve. Et c'est s'éduquer aussi, me semble-t-il, à comment paramétrer nos réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas très bonne là-dedans, mais je vois de plus en plus de contenus sur les réseaux sociaux qui nous incitent à le faire et qui sont assez intéressants, et d'éduquer les jeunes générations à le faire et à prendre conscience justement de ce qu'il y a derrière tout ça, ces fameux algorithmes dont on débat ce soir. Il y avait un groupe tout au fond qui a raconté une petite histoire, là, le jeune homme à droite, sur TikTok. Est-ce que vous voulez nous raconter ce que vous avez expliqué tout à l'heure à votre groupe ? Oui. Et puis vous pourrez enchaîner avec la question de votre groupe, tant qu'à faire. Il faudra la question. Du coup, oui, non, c'était une question en fait qui avait été posée au sein du groupe sur justement le fait que TikTok n'était pas forcément unique pour tous, notamment dans un public chinois. Et donc du coup, c'était effectivement le fait que en Chine, donc initialement TikTok, c'est la société ByteDance, société chinoise, qui a développé le produit qui s'appelle Douyin. Je n'ai pas le terme, je n'ai pas l'accent, mais ça s'appelle environ comme ça. Et Douyin est donc un réseau social en Chine que nous, on a connaissance sous le nom de TikTok. Et le contenu n'est pas le même. C'est-à-dire que Douyin est réglementé par le gouvernement chinois au niveau du contenu et aussi au niveau des heures d'accès selon les âges des utilisateurs. Et il est plutôt à but informationnel et pédagogique, le contenu, tandis que sur TikTok, du coup, ceux qui utilisent TikTok connaissent le type de contenu qu'il peut y avoir. Il n'est pas forcément à but pédagogique.
Et donc du coup, ça effectivement, ça a été développé à but de d'exportation vers le reste du monde et donc pas au sein de la Chine. Merci. Et du coup, c'était quoi la question? En fait, elle était très proche de la première, mais après, il y en avait une deuxième qui était plus sur l'essence même d'un réseau social. Et du coup, les termes. Heureusement qu'il y en a qui prennent des notes sur du papier. En plus. Oui. Celui-là, du coup Non, vous passez le micro à la personne qui a pris les notes. Voilà, merci. En effet, je pense qu'une partie a été adressée par la première question. Mais la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre des réseaux sociaux alors que c'est avant tout un outil marketing? Et peut-être que la première étape, c'est d'être honnête avec ça. Et puis de passer à la suite, quoi. Et ouais, je vais m'arrêter là. Il y a d'autres choses. Oui, que ce soit des machines à générer du profit. Et ce qui est terrifiant et tragique, c'est que finalement, nos peurs génèrent du profit, c'est-à-dire que nos désirs génèrent du profit, mais nos peurs, donc ces réseaux sociaux ont intérêt à activer, exciter, alimenter nos peurs. C'est une conjonction finalement entre un projet économique, tout simplement, et un projet politique. Ce que disait Camille est très juste. Il y a à la fois le fait, alors il y a nos peurs et puis les informations qui touchent nos émotions, les contenus qui touchent nos émotions, qui activent nos émotions, rapportent plus que les informations qui pourraient, d'un certain point de vue, nous éclairer. Et paradoxalement aussi, les fausses informations rapportent plus. En tout cas, elles semblent rapporter plus. Il semblerait que, et il y a quelque chose d'assez terrifiant, Zuckerberg, au moment du Covid, Mark Zuckerberg, qui n'avait pas encore viré sa cutie trumpienne, autoritaire, avait essayé de promouvoir des informations validées sur les vaccins et qu'il n'avait pas réussi à infléchir son propre algorithme. Ça, c'est une histoire qui circule, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr non plus qu'ils savent véritablement ce qu'ils font. Il ne faut pas imaginer qu'il y a un complot, il y a des choses. Ces machines à générer du profit se nourrissent de l'irrationnel, d'un certain point de vue, de notre déraison. Et c'est absolument tragique, me semble-t-il. Une autre question? Oui, au fond, à gauche, là-bas. Bonsoir. Donc, les deux questions qu'on avait ont été dites. Mais je viens d'en avoir une autre. À part de dire de croiser les sources, comment ouvrir l'esprit des jeunes, si ce n'est des gens, pour qu'ils dépassent leurs algorithmes? La question, c'est au-delà de les sensibiliser sur le fait d'aller chercher les sources, comment on développe l'esprit critique? Je n'ai pas bien entendu la question. Oui, c'est ça. Ah, c'était ça, voilà. Si on avait la solution, ce serait simple. Le paradoxe. Le paradoxe, si vous avez essayé, par exemple, d'utiliser, parce que la prochaine vague, les réseaux sociaux ont déjà pas mal déstabilisé nos sociétés, mais l'intelligence artificielle va le faire de manière encore plus massive, c'est que vous pouvez concevoir un bon usage, par exemple, de ChatGPT. ChatGPT peut vous donner des éléments de critique tout à fait sidérante. Il peut vous aider à décrypter la réalité et à vous nourrir avec des éléments de réflexion très, très cohérents. Simplement, il faut pour cela, c'est ça le paradoxe, que vous lui posiez des bonnes questions. C'est-à-dire que vous ayez déjà des bases qui font que vous ne lui demandiez pas d'emblée de réfléchir à votre place. Et donc, quel va être finalement le substrat humain qui va pouvoir finalement se servir
intelligemment de ces outils. Parce que les outils, en tout cas ChatGPT, alors on peut dire qu'il y a aussi des algorithmes, mais que je crois moins, qui sont, effectivement, il y a des biais. On a vu des biais de genre, des biais qui peuvent être liés à un certain nombre de préjugés hein, dans les réponses qui vous sont fournies, mais on peut, je pense, les contrôler, ces biais. Mais simplement, avec quel recul imaginons, moi, jusqu'à présent, je refusais de céder à ce qu'on appelle les paniques morales. Les paniques morales, c'est quand on s'inquiète, il y en a beaucoup par exemple à l'extrême droite, des paniques morales sur le déclin de la France, sur le péril que ferait subir à la société l'existence des transgenres, le wokisme, tout ça, ce sont des fausses paniques morales. Bon. Mais là, je pense qu'il y a à résister, mais c'est très difficile, à la panique morale que provoque l'idée finalement d'une société. Alors, il est évident que dans nos sociétés, y compris il y a une vingtaine d'années, tout le monde ne lisait pas. Mais dans une société où, comme je le vois avec mes étudiants aujourd'hui, il y a une difficulté à lire un livre jusqu'au bout. Une difficulté, une violence, une souffrance à lire un livre jusqu'au bout, jusque et y compris dans des strates universitaires. Moi, j'enseigne dans un lieu, entre guillemets, d'excellence, où j'ai des gens qui ont tous mention très bien au bac, mais qui ne vont plus lire un livre. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, chercheurs? Alors, ils vont pouvoir utiliser ChatGPT, ils vont pouvoir aller capter tous les contenus possibles de la Terre, mais ils n'auront jamais lu un livre jusqu'au bout, parce que c'est trop compliqué. Je me trompe peut-être, hein, je caricature peut-être la réalité, mais qu'est-ce que ça nous prépare comme capacité à se défendre face à des campagnes d'information? Je suis un peu, je suis un peu dubitatif. Non, mais la pensée critique, oui, la pensée critique est essentielle. Moi, je dis, ouais, j'ai noté ça, penser par soi-même et contre soi-même, c'est déjà entrer en résistance. Notamment, je pense qu'à l'heure de la montée de l'intelligence artificielle, il faut justement d'autant plus développer l'intelligence humaine. Finalement, le logos, moi, voilà, je me suis remis à refaire des études de philosophie. La philosophie, les sagesses antiques nous apportent énormément aujourd'hui face à nos enjeux contemporains. Donc, il y a des manières, mais ça passera, je ne pense pas, par les algorithmes. Ce qu'on est en train de faire, ce qui se fait au Théâtre de la Concorde, fait partie d'un dispositif de résistance. Mais avec quelle puissance d'emprise sur la société? On est quand même on est un peu cornérisé, hein, mais la multiplication de ces formats, le fait que on refuse, par exemple ici, moi, et je remercie vraiment ceux qui m'ont conseillé d'adopter ce format, c'est déjà quelque chose d'énorme, c'est-à-dire de vous faire discuter entre vous, de vous faire le moteur, de faire de vous, le public, le moteur de la discussion, c'est déjà quelque chose de vraiment très important. Mais je ne croyais pas être susceptible de succomber à des paniques morales, mais aujourd'hui, face à la force d'attraction de ces écrans et de ces outils, là je cède quelque part à la panique morale, c'est-à-dire à une forme de désespoir, hein, d'un certain point de vue. Mais je m'y refuse, mais voilà, je suis très 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 inquiet. Si on part du principe que de toute façon ces outils sont là envers et contre tout et que beaucoup de jeunes les utilisent de manière massive, moi j'ai envie de donner des clés à ces jeunes au-delà de l'esprit critique qui pour moi est vraiment une base. C'est de les diriger déjà vers par exemple des intelligences artificielles comme Vera, qui est un outil de fact-checking en fait, où ils peuvent poser leurs questions via WhatsApp
ou en lui téléphonant ou même avec un message vocal sur WhatsApp à Vera, dont en fait la base de données, ce qui l'a entraîné à répondre et ce sur quoi elle se base pour formuler ses réponses, ce sont des sources de presse, de médias qui font encore autorité et des sources de chercheurs. Donc déjà, les inciter à installer ça ou vous inciter à l'installer sur votre téléphone, pourquoi pas. Ensuite, par rapport à ça, moi j'ai l'impression qu'il y a comme des générations d'analphabètes qui sont en train de se créer, et j'en fais partie, parce que je ne sais pas comment fonctionnent ces algorithmes en vrai. Je lis, j'essaie de me renseigner, j'essaie de comprendre, et puis une réalité technique en chasse une autre et j'oublie, etc. Et donc, essayer peut-être de promouvoir dès le plus jeune âge à l'école les maths, la techno, mais aussi autour de la compréhension de ce fonctionnement, comme on apprendrait à être développeur web, etc. Et à juste, à être initié au moins, sans être forcément des grands techniciens. Il me semble que c'est hyper important pour pas que les fossés se creusent et pour pouvoir utiliser ces outils en connaissance de cause. Merci pour ces idées. Il nous reste 3 groupes qui ne nous ont pas encore posé leurs questions. Quel groupe? Oui, au fond à droite. On avait effectivement une question sur la jeunesse. Il existe une éducation à l'information et aux médias à travers la plateforme Clémy pour les enseignants et pour qu'ils puissent faire cours, mais elle est relativement peu utilisée à l'éducation nationale. Elle est à la main des professeurs de français et d'histoire-géographie. Quand est-ce qu'il y aura des cours ou des dispositifs, peut-être d'ailleurs autrement que des cours descendants, pour que la jeunesse se saisisse des outils? Et dans la posture d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait au-delà de ce qui peut être dans l'éducation nationale? Bah, j'en sais rien. Non, mais quel est le nom de la plateforme dont vous parliez? D'accord. Aux médias, mais bah oui, mais j'ai l'impression que ça produit des effets. Alors, il ne faut pas non plus aussi obscurcir trop le tableau. Il y a 2 semaines ou 1 semaine, je ne sais plus, j'étais ici même avec Clément Viktorovitch, qui est une sorte de chercheur non académique, qui venait présenter son livre, que je vous conseille par ailleurs. J'étais avec Camille en plus, on était au même endroit sur la scène, l'un et l'autre, on lui servait d'interlocuteur, et il y avait, le théâtre était plein, avec des jeunes, à qui, d'un certain point de vue, Clément Viktorovitch, grâce à Twitch, grâce aux réseaux sociaux, a réussi finalement dont il a réussi à nourrir la réflexion, et à qui il donne des armes pour résister finalement au pouvoir des mots et au dévoiement du langage auquel se livrent nos gouvernants. Et bien ça, c'est fabuleux. Et ça existe aussi grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement démunis, et à condition d'y aller, c'est-à-dire de mener cette bataille. Mais cette bataille, quand même, elle a des chances d'être perdue, puisque ça c'était l'objet de la conférence du mois dernier, puisque quoi qu'il arrive, et même si la bataille est menée sur les réseaux sociaux, elle est perdue, et elle sera perdue dans les médias classiques. Parce que dans les médias classiques, d'un certain point de vue, le rapport de force est totalement déséquilibré. Certes, il y a Mediapart, certes, il y a La Croix, certes, il y a des bonnes revues, mais comme le disait Camille, rappelons une fois pour toutes que 90% des médias d'information sont propriété d'une dizaine d'oligarques qui promeuvent une certaine vision du monde. Ils n'ont pas intérêt à désinformer, mais ils n'ont pas intérêt non plus à changer la manière dont nos sociétés fonctionnent. Changer le logiciel, par exemple, capitaliste d'un certain nombre de nos activités sociales. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Et donc, du coup, on est condamné à jouer en défense d'un certain point de vue. Bon, voilà. Je voulais aussi qu'on ne dissocie pas les réseaux sociaux des médias classiques. Parce que ce qui est en train de se jouer, ça c'est un des éléments aussi qui m'amène à m'inquiéter de la place des réseaux sociaux, c'est qu'il y a quelque chose comme
une sorte d'échange entre les médias classiques et les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les journalistes pensent que l'opinion est visible et perceptible dans les réseaux sociaux, il y a une forme d'inversion finalement des rôles, puisque sur bien des aspects, les médias classiques se font la chambre d'écho des réseaux sociaux. En regardant de quoi parlent les réseaux sociaux, en pensant que les réseaux sociaux reflètent l'opinion publique, finalement, il y a une sorte d'effet sur le fonctionnement des médias classiques. Moi, l'exemple que je cite très souvent, c'est l'exemple de Crépol. Vous savez, j'en avais parlé d'ailleurs, parce que cet exemple m'a complètement fasciné, ce meurtre qui avait eu lieu dans un bal à Romans, et dans la région Rhône-Alpes, là, et effectivement, qui avait été utilisé via les réseaux sociaux notamment par des acteurs d'extrême droite pour en faire une forme d'illustration du racisme anti-blanc. Et ben, les médias classiques avaient été obligés de parler de ça, mais au nom de quoi ils étaient obligés de parler de ça? C'est parce que les réseaux sociaux semblaient en parler. Donc on est toujours face à ces entreprises de dissémination de la haine, face à laquelle on est très impuissant. Je voulais juste apporter un petit élément aussi par rapport à la question. Aujourd'hui, il y a des cités éducatives qui existent, qui sont des regroupements entre des établissements scolaires et des collectivités, pour faire en sorte justement de voir quelles actions peuvent être menées spécifiquement sur les territoires pour les jeunes. Et moi, si on intervient grâce à ces cités éducatives, notamment dans les établissements scolaires, pour aller faire de la sensibilisation qui n'est pas faite aujourd'hui vraiment dans le système scolaire, quoi. Donc voilà, c'est une petite lueur d'espoir, toute petite. Mais Et il y a beaucoup d'assauts, et pas que les nôtres, qui font de l'éducation à l'esprit critique, qui se battent, qui bénéficient encore, même si c'est de plus en plus difficile, de subventions publiques et de dispositifs interministériels, etc. comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'actions en ce sens. Voilà. Encore deux questions. On avait une main levée ici. Bonsoir à toutes et à tous. Alors nous, on avait deux questions que je vais réussir à lier en une seule. La première, c'est sur la question des bulles de filtre et de à quel point est-ce que ce phénomène n'est pas préexistant à l'arrivée des réseaux sociaux. Et dans le même sens, c'est comment est-ce que les algorithmes qui créent ces bulles de filtre, ils ne répondent pas aussi à des projets politiques et aux projets politiques, notamment de leurs propriétaires. Merci beaucoup. Oui, bah, ces fameuses bulles de filtre. Alors, c'est un concept qui a jamais été véritablement validé scientifiquement, mais on a quand même un faisceau d'indices qui nous montrent que ces algorithmes nous enferment, et l'expérience même, l'expérience individuelle qu'on peut avoir des réseaux sociaux nous le démontre. Vous avez raison. Autrefois, il y avait une presse d'opinion, et effectivement, quand on lisait l'Humanité, on avait une vision de la société et de l'actualité qui était très différente de l'époque de celle que pouvait avoir un lecteur du Figaro. C'est-à-dire, oui, et ça renvoie, et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or. Il n'y a jamais eu d'âge d'or. Simplement, quand les réseaux sociaux deviennent votre canal principal d'information, et voilà, les générations qui arrivent tendent à montrer qu'il y a une sorte d'effet de substitution à d'autres médias. Là, pour le coup, le fait qu'on soit chacun finalement dans notre propre espace d'information, et le fait qu'en plus, là, le phénomène s'individualise. C'est-à-dire que vous êtes confirmé, vous, dans vos propres croyances. On peut imaginer que dans des blocs idéologiques, il y avait une possibilité de jeu. Là, vous êtes condamné finalement à une forme de confirmation à l'infini via les réseaux sociaux. Si vous vous contentez des réseaux sociaux, à confirmation à l'infini de vos présupposés. Ça, c'est très problématique.
c'est très problématique. Oui, en fait, l'opinion, elle se construit de manière collective. Elle se produit paradoxalement de manière collective, mais avec des collectifs qui pensent de la même manière. C'est vrai qu'elle ne s'est jamais véritablement construite à travers des débats contradictoires. Tout ce que je vous disais sur le biais de confirmation, sur l'attention sélective, sur l'exposition sélective, ce sont des choses que la sociologie des médias nous dit depuis les années 40. Dans les années 40, il y avait un chercheur qui s'appelait Paul Lazarsfeld qui avait fait des enquêtes en disant que finalement les campagnes électorales, elles avaient un impact très limité parce que les gens n'écoutaient que les émissions avec lesquelles ils étaient déjà en accord. Et puis quand par hasard ils étaient finalement exposés à un point de vue contradictoire, ils ne le retenaient pas. Donc ça, c'est des phénomènes absolument classiques, mais qui atteignent une forme de paroxysme avec ces réseaux sociaux qui nous emprisonnent individuellement, à l'échelle individuelle. Ça, je trouve ça très, très, très impressionnant comme phénomène. Juste peut-être une toute petite nuance sur la presse, et je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire par ailleurs. Avant, on allait acheter le Figaro, mais au début du Figaro ou de Libé ou autre, il y avait un édito. Et il y avait écrit édito, et on savait que c'était de l'opinion. Et ça me paraît hyper important. Donc on savait pourquoi on allait acheter tel journal. Et il y avait cet édito qui était de l'opinion assumée, qui n'était pas de l'ordre du fait vérifié. Et qui est de l'information pure, mais qui donnait le là à tout le reste du journal. Et c'était indiqué comme tel. Pour moi, la grosse différence aujourd'hui, et la nuance, c'est qu'on ne sait plus ce qui relève du fait ou de l'opinion quand on regarde des réseaux sociaux. Et c'est, selon moi, à ça qu'il faut faire attention selon notre association, etc. C'est vraiment ça une nuance assez importante, y compris dans les usages et dans la capacité à décrypter ce vers quoi on tend et quel contenu on consomme. Oui, et puis d'un certain point de vue, Madame posait la question, quelle autorité régulatrice inventée à l'âge des réseaux sociaux. Bon an, mal an, on avait perçu la puissance de l'audiovisuel. Et on avait inventé des autorités aux États-Unis, l'autorité fédérale de contrôle de la communication. En France, on a eu le CSA, aujourd'hui on a l'ARCOM, je crois. Il y avait une forme de juge de paix qui disait, bon ben là vous allez beaucoup trop loin. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont absolument plus régulés. Et puis, le dernier point qui est plus grave, et Camille, elle a pointé quelque chose de tout à fait important, si nous, en tant que citoyens, nous devenons indifférents à la vérité, c'est ce qui est en train de se produire. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, nous préférons satisfaire notre désir de conformité à soi-même ou à un groupe, à la pensée d'un groupe, à la vérité. Si nous sommes indifférents à la vérité, à ce moment-là, il n'y a plus d'arbitre possible, il n'y a plus de régulation possible, puisqu'en fait, nous allons finalement abandonner toute possibilité de contrôle ou de disqualification des énoncés objectivement faux. Si vous pensez par exemple, comme le disent certains, que le monde il reste de très bons journaux dans notre société, est complètement idéologisé, et que vous réussissez à en persuader beaucoup, si vous réussissez à persuader une grande partie de l'opinion que c'est ça, et donc que toutes les vérités se valent. La vérité du monde qui serait une vérité idéologique, et la vérité de CNews qui serait une autre vérité idéologique. À ce moment-là, c'est terrible pour la démocratie, me semble-t-il. Et juste une info, il y a une lutte politique, une bataille politique en ce moment pour justement faire en sorte que les réseaux sociaux soient plus considérés comme des plateformes qui ne sont pas soumises à l'ARCOM, mais considérés comme des éditeurs, éditrices de contenu, pour que l'ARCOM justement puisse agir aussi par rapport à ces réseaux sociaux-là, quoi. Donc si vous voyez passer des infos comme ça, vous pouvez relayer. La dernière question, mais non la moindre.
Je ne vais pas vraiment parler des sujets dont on a parlé, parce qu'on a à peu près balayé toutes les questions qu'on avait soulevées. Mais du coup, je vais être un peu perso, mais relever ce que vous avez dit. Est-ce qu'on n'est pas en train de diaboliser les réseaux sociaux parce que ça touche la jeunesse et qu'on a tendance à diaboliser les choses qui touchent la jeunesse aussi dans les générations précédentes, hein, ça a toujours été le cas, et que du coup, c'est mettre la lumière sur quelque chose, alors que moi, sincèrement, qui ai grandi avec les réseaux sociaux, ce qui me fait le plus peur, c'est la télévision. On ne parle pas de sujets, on parle des sujets qui sont toujours les mêmes, d'un point de vue qui est toujours le même. Or, les réseaux sociaux, même avec les déviances qu'il y a, et j'en ai pleinement conscience, font quand même un très beau travail. Vous avez parlé de Clément d'ailleurs. Je pense d'ailleurs à la page Esprit Critique sur Instagram qui fait des choses super chouettes. Du coup, est-ce que c'est pas ça aussi de, encore une fois, tirer sur la jeunesse et ce qu'ils utilisent ? Là, vous avez tout à fait raison. Vous confirmez plusieurs choses. À la fois qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or. Bon, je pense que si on doit ressortir avec cette idée, je pense que ça en vaut la peine. Et effectivement, qu'il y a un effet de comparaison. Parce que si on réfléchit, oui, il y a Arte, oui, il y a quelques émissions. Si on regarde la télévision qui n'a pas le même public et effectivement auquel on pose moins de questions et qu'on disqualifie moins que les réseaux sociaux. Vous avez raison, il y a cet effet qui consiste à penser que la légitimité d'un média, elle dépend du public qui le fréquente. Vous avez tout à fait raison. Où sont les Clément Viktorovitch à la télévision? Où sont les acteurs? Il n'y en a pas. Il y a un effet de masse. Et effectivement, on pourrait aussi incriminer, et ce n'est pas forcément la faute des réseaux sociaux, on pourrait incriminer le travail de désinformation que fait la télévision en ne traitant pas certains sujets ou en traitant de manière caricaturale d'autres sujets. Vous avez tout à fait raison. Il ne faut absolument pas charger exclusivement les réseaux sociaux en pensant que les médias classiques sont exempts de toute critique. Je ne sais plus où j'avais vu. Alors, pour parler... C'est ça mon problème par rapport à cette question. Pour parler en connaissance, il faut les fréquenter, ces réseaux sociaux. Moi, je ne les fréquente pas. Je reçois des enquêtes ou des travaux qui se font ou ne se font pas sur les effets de ces réseaux sociaux. Mais pour les médias, par exemple, moi, j'ai renoncé depuis très longtemps, et je m'en veux en tant qu'observateur de la vie politique, à regarder un journal télévisé. Mais quand il m'arrive de m'exposer à un journal télévisé qui a effectivement un pouvoir d'influence extrême sur l'opinion publique et qui reste très très important, je suis fasciné par l'art de ces journaux de ne pas parler de la réalité ou de parler de choses qui sont absolument insignifiantes ou de mettre en récit certains problèmes de manière totalement superficielle. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Donc, je suis vraiment totalement d'accord avec vous. Moi, je suis complètement, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il ne faut pas dire les réseaux sociaux, tout mettre dans le même panier, de la même façon que j'aime beaucoup rappeler qu'il ne faut pas dire les médias, et pour moi, c'est très, 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 très important. Simplement, vous parliez par exemple de Clément Viktorovitch, qui est lui-même, qui utilise les réseaux sociaux plutôt de manière, on va dire, futée, etc. Lui-même, il parle des phénomènes en fait de polarisation qu'il y a sur ces réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on nie qu'on n'est pas critique vis-à-vis de ces réseaux. Et je pense effectivement qu'il faut faire avec et éduquer à l'utilisation de ces réseaux puisqu'ils sont là et que ça fait partie des pratiques. Il faut aussi que les médias s'emparent des codes des réseaux sociaux pour passer des informations vérifiées. Ça, j'en suis persuadée aussi, pour l'instant en tout cas. Mais en fait, ces réseaux sociaux, le gros problème, c'est quand même qu'ils vont... donc, il y a ces bulles de filtre, vos biais de confirmation, etc., qui sont exacerbés. Et il y a le fait que même quand vous êtes... par exemple, Clément Viktorovitch, dans son livre, il parle de chambre d'écho. Il va un peu plus loin où il dit non, on est confronté à des contenus contradictoires, mais ce sont des contenus contradictoires dans leur version
la plus excitée, on va dire, la plus extrême souvent, ce qui fait que ça ne va pas vous toucher quand vous tombez sur un contenu contradictoire. Parce que ça ne va pas être une version nuancée qui va vous faire réfléchir, etc. Et même plus, il y a un retour de flamme qui fait que souvent, au contraire, même si on vous donne des données, etc., il y a un effet de réactance qui fait que vous allez encore plus peut-être vous crisper sur votre a priori, est-ce que votre croyance, votre opinion, etc. Et c'est là où, me semble-t-il, les réseaux sociaux sont hyper dangereux dans leurs effets d'emballement. Ça va très très vite. Moi, j'ai témoigné sur le terrain d'effets d'emballement sur les réseaux sociaux qui ont donné lieu à des extrêmes violences dans la rue, etc., avec des morts, etc. Et les victimes d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Ça peut être vous, ça peut être vos proches. Et la diffusion de la haine est particulièrement rapide et mondialisée. C'est là où je trouve que c'est moins comparable aussi à des médias traditionnels dans leur vieille version. Grâce à vos questions, on a essayé de répondre, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment apporté des réponses. Mais en tout cas, vraiment merci, merci à vous d'avoir participé à cette conférence. Merci, bonne soirée. Pas gentil. Alors que là, on est au théâtre. Oui, c'est là qu'on est. Ah ouais, bien sûr. De toute façon, plus vous êtes payé. Hein.